Chapitre 48. Ô jeunesse, printemps de la vie, ô printemps, jeunesse de l'année, a dit Métastase. On était au commencement de 1818, j'allais avoir 16 ans au mois de juillet. Le mois de mai, ce favori de l'année, riche et beau partout, est plus riche et plus beau à Villers-Cotterêts que partout ailleurs. Il est difficile de se faire une idée de ce qu'était à cette époque du siècle et de l'année ce beau parc dont mon cœur porte encore le deuil et qu'un ordre de Louis-Philippe a fait abattre depuis. Le dessin en était simple et grand à la fois. Au château immense et qui domine la pelouse se rattachaient, comme deux ailes, deux magnifiques massifs de verdure, plus longs que larges, dont une extrémité touchait au mur du château et dont l'autre allait rejoindre deux allées de marronniers gigantesques, formant d'abord les deux faces latérales d'un grand carré, puis se rapprochant l'une de l'autre diagonalement pour s'arrêter, avant de se rejoindre et pour continuer à s'enfoncer à perte de vue, en laissant entre elles un large espace vide jusqu'à une lieue de la montagne de Vivière bornant l'horizon, avec ses éboulements de terre rougeâtre et ses touffes de genêts aux fleurs d'or. L'hiver, tout cela dormait, tout cela était triste, solitaire, muet. Les oiseaux semblaient avoir émigré vers des contrées moins isolées. Des nuées de corbeaux, adoptant certains arbres plus élevés que les autres, demeuraient seuls propriétaires obstinés de ce magnifique domaine. On eût dit ces invasions de barbares sous lesquelles on voit se ruiner les terres et se dessécher les forêts. Cela durait 4 mois dans l'année. Mais dès le commencement d'avril, l'herbe perçait la terre, bravant le givre qui, chaque matin, en faisait un tapis d'argent. Mais dès le commencement d'avril, ces arbres si nus, si désolés, si morts, commençaient à revêtir le velours cotonneux de leurs bourgeons. Les oiseaux endormis, où dorment les oiseaux? On n'en sait rien. Les oiseaux endormis se réveillaient, voltigeant dans les branches, où bientôt ils devaient construire leur nid. Puis, à partir de ce moment, chaque jour du mois, chaque heure du jour apportait son changement à ce grand réveil de la nature. Des marronniers, des tilleuls et des hêtres partaient les premières avant-gardes du printemps. Les pâquerettes étoilaient la pelouse, les boutons d'or s'enrichissaient. Dans l'herbe déjà haute, on entendait chanter les grillons. Les papillons, ces fleurs volantes qui éclosent dans les airs, venaient caresser les fleurs de la terre. Les beaux enfants sortaient de la ville avec des robes blanches et des rubans roses et venaient se rouler sur l'herbe. Tout se peuplait, tout s'animait, tout vivait. Le printemps était arrivé sur les premières brises de mai, et dans la vapeur du matin, on croyait le sentir passer, secouant ses cheveux et ranimant le monde au souffle de son haleine parfumée. Aussi était-ce cette époque de joyeuse renaissance que la ville avait choisie pour sa fête. Fête charmante, toujours somptueuse, car c'était la nature qui se chargeait d'en faire les frais. Cette fête, je crois l'avoir déjà dit, tombait à la Pentecôte et durait 3 jours. Pendant 3 jours, le parc s'emplissait de bruits charmants et de rumeurs joyeuses qui s'éveillaient dès le matin et ne s'éteignaient que bien avant dans la nuit. Pendant 3 jours, les pauvres oubliaient leur misère et, ce qui est bien plus extraordinaire, les riches oubliaient leur richesse. Le parc réunissait toute la ville, confondue en une grande famille. Puis cette famille, appelant à elle tous ses rameaux, parents, amis, connaissances, la population se quadruplait. On venait de la Ferté-Milon, de Crépy, de Soissons, de Château-Thierry, de Compiègne, de Paris. 15 jours d'avance, toutes les places étaient retenues aux diligences. Alors il fallait inventer d'autres moyens de transport. On voyait arriver chevaux, carrioles, tilburys, voitures de poste. Tout cela s'encombrait dans les 2 seuls hôtels du pays, au Dauphin et à la Boule d'Or. Pendant 3 jours, la petite ville ressemblait à un corps trop plein de sang dont le cœur battait 10 fois pour une. Mais dès le mercredi, la ville commençait à rejeter ce trop-plein qui s'écoulait peu à peu les jours suivants. Tout reprenait successivement son aspect ordinaire. Les grands bois, troublés pendant 3 jours dans leurs ombres les plus épaisses, retrouvaient leur solitude, leur silence. Les marronniers redevenaient le domaine des oiseaux qui, tout en voltant dans leurs branches, en faisaient tomber une neige de fleurs.
Enfin la pelouse, foulée aux pieds et dépouillée de ses fleurs, se redressait peu à peu, attirée par le soleil, et venait offrir d'elle-même à la main dévastatrice des enfants une seconde moisson de pâquerettes et de boutons d'or. Cette année-là, à cette belle fête de la Pentecôte, étaient venues 2 étrangères. L'une était la nièce de l'abbé Grégoire, et se nommait Laurence. Son nom de famille, je l'ai oublié. L'autre était une amie à elle. Elle se prétendait espagnole et se nommait Victoria. Cette nouvelle m'avait été annoncée par l'abbé Grégoire. Un matin, il était entré à la maison et m'avait fait frémir. « Approche, garçon, m'avait-il dit. » Et je m'étais approché, sans trop savoir ce qu'il voulait de moi. « Plus près, avait-il dit, plus près encore. Tu sais que je suis myope. Ah, là, bien. » En effet, le pauvre abbé était myope comme une taupe. « Tu sais danser, n'est-ce pas ?»« Pourquoi me demandez-vous cela, monsieur l'abbé ?»« Dame, tu te rappelles que dans ta première confession, tu t'es accusé d'avoir été à la comédie, à l'opéra et au bal. » En effet, dans un de ces examens de conscience que l'on vend tout imprimé pour aider les mémoires paresseuses ou récalcitrantes, j'avais vu que c'était un péché que d'aller à la comédie, à l'opéra et au bal. Et comme lors du voyage que j'avais fait à Paris avec mon père à l'âge de 3 ans, j'avais vu jouer à l'opéra comique Paul et Virginie, comme j'avais depuis été au spectacle lorsque par hasard étaient passés des comédiens ambulants à Villers-Cotterêts, comme enfin j'avais été au bal chez madame de Violaine quand, à la fête d'une de ses filles, elle donnait un bal, je m'étais naïvement accusé d'avoir commis ces 3 péchés. Ce qui avait beaucoup fait rire le bon abbé Grégoire qui venait, comme on le voit, de révéler le secret de la confession. « Eh bien oui, je sais danser, répondis-je. Après, fais-moi un entrechat. » L'entrechat était mon fort. On dansait encore à l'époque où j'ai appris à danser, et depuis on s'est contenté de marcher, ce qui est bien plus commode et bien moins difficile à apprendre. Je baptise un 4 sur place. « Ah, très bien, me dit l'abbé. Alors tu feras danser ma nièce, qui vient à la Pentecôte. »« Mais c'est que je n'aime pas la danse, répondis-je assez brutalement. »« Ah, bah, par galanterie, tu feras semblant de l'aimer. » « Ah, ta cousine Cécile a bien raison de dire que tu ne seras jamais qu'un ours, ajouta ma mère en haussant les épaules. Cette accusation me fit réfléchir. Pardon, monsieur l'abbé, dis-je, je ferai tout ce que vous voudrez. Ah, la bonne heure, dit l'abbé. Et pour te faire connaissance avec nos Parisiennes, dimanche, après la grand-messe, tu viendras déjeuner avec nous. J'avais 8 jours pour me préparer à mes fonctions de cavalier servant. Pendant ces 8 jours, il arriva un grand événement. Au moment de son départ, mon beau-frère avait laissé à Villers-Cotterêts une partie de sa bibliothèque. Parmi ses livres, il y avait un ouvrage couvert d'un papier glacé rouge et divisé en 8 ou 10 volumes. Mon beau-frère l'avait fait remarquer à ma mère. « Vous pouvez lui laisser tout lire, avait-il dit, excepté ce livre-là. » J'avais jeté un coup d'œil de côté sur le livre, me promettant bien au contraire que ce serait celui-là que je lirais. Mon beau-frère parti, j'avais laissé passer quelques jours, puis je m'étais mis à la recherche de ces fameux livres rouges qu'il m'était défendu de lire. Mais j'avais eu beau retourner la bibliothèque de fond en comble, il m'avait été impossible de mettre la main dessus. J'y avais renoncé. Et tout à coup, cette idée que j'allais être le cavalier d'une jeune demoiselle de 22 à 24 ans m'avait fait jeter les yeux sur ma garde-robe. Presque toutes mes vestes avaient des pièces au coude, presque tous mes pantalons avaient des reprises aux genoux. Le seul costume présentable que j'eus, c'était mon costume de première communion, culotte de nankin, gilet de piqué blanc, habit bleu, barbeau à boutons d'or. Heureusement, tout avait été tenu de 2 pouces trop longs, de sorte que tout n'était encore que d'1 pouce trop court. Il y avait dans le grenier un grand bahut. Dans ce bahut étaient des redingotes et des pantalons de mon père, des redingotes, des vestes et des culottes de mon grand-père, le tout en fort bon état. Ces vêtements, destinés par ma mère à entretenir ma toilette au fur et à mesure que je grandirais, étaient garantis d'hiver par des bottes de vétiver et des sachets de camphre.
Jamais je ne m'étais inquiété de ma toilette et jamais par conséquent il ne m'avait pris l'idée de visiter cette armoire. Mais promu par l'abbé Grégoire, qui avait vu en moi un danseur sans conséquence, au grade de Sigisbée de sa nièce, une nouvelle préoccupation entra dans mon esprit. Je me sentis atteint d'un grain de coquetterie. Sans rien dire à ma mère, car j'avais mes projets, je montai au grenier. Je m'enfermai pour ne pas être dérangé dans ma perquisition, et j'ouvris l'armoire. Il y avait de quoi satisfaire le fashionable le plus exigeant, depuis la veste de satin broché jusqu'au gilet rouge brodé d'or, depuis la culotte de reps jusqu'au pantalon de peau. Mais surtout, ce qu'il y avait sous tous ces habits, ce qu'il y avait au fond de cette mystérieuse armoire, c'était ces fameux volumes couverts de papier rouge, et qu'il m'était si expressément défendu de lire. J'ouvris vivement le premier qui me tomba sous la main, et je lus « Aventure du chevalier de Faublas ». Le titre ne disait pas grand-chose, mais les gravures m'en apprirent un peu plus. Une vingtaine de lignes que je dévorais m'en apprirent un peu plus que les gravures. Je réunis les 4 premiers volumes que je cachais précieusement espacés sur ma poitrine. Je boutonnai ma veste par-dessus, je descendis sur la pointe du pied, je passai par l'allée de M. Lafarge au lieu de passer par la boutique, de manière que je gagnai le parc tout courant. Je m'enfonçai dans son coin le plus sombre et le plus retiré, et là, bien sûr de n'être point remarqué, je commençai ma lecture. Le hasard m'avait quelquefois mis sous la main des livres obscènes. Un marchand ambulant qui, ostensiblement, vendait des gravures et sous le manteau des livres défendus, passait 2 ou 3 fois par an à Villers-Cotterêts, marchant péniblement sur 2 jambes de bois et se donnant pour un vieux militaire. L'argent que j'avais tiré à grand-peine de ma pauvre mère avait passé plus d'une fois dans ces achats clandestins. Mais un sentiment de délicatesse qui était en moi et qui fait que, des 600 volumes que j'ai écrits, il n'y en a pas 4 que la main de la mère la plus scrupuleuse doive cacher à sa fille, ce sentiment que je remercie Dieu de m'avoir donné, m'avait toujours fait jeter loin de moi ces livres à la 10e page et à la seconde gravure. Il n'en fut pas de même de Faublas. Faublas est sans contredit un mauvais livre au point de vue de la moralité, un charmant roman au point de vue du caprice, roman plein d'inventions, offrant des types variés, un peu exagérés sans doute, mais qui avaient leur modèle dans la société de Louis XV. Aussi éprouvai-je autant d'attrait à lire Faublas que j'avais éprouvé de répugnance à lire Thérèse philosophe, Félicia ou Meffreden, ces sales élucubrations qui souillèrent obstinément la presse pendant toute la dernière partie du XVIIIe siècle. À compter de ce moment, je découvris en moi une vocation que je ne m'étais jamais reconnue ni même soupçonnée jusque-là, celle de devenir un second Faublas. Il est vrai que je l'abandonnai vite et que sur la liste des nombreux défauts qu'on m'a reprochés, on n'a jamais écrit la fatuité. J'avais donc une magnifique théorie de la séduction toute faite quand arriva le dimanche de la Pentecôte et quand je fus présenté avec mon habit bleu barbeau et mes culottes de nankin aux 2 charmantes parisiennes. L'une, mademoiselle Laurence, grande, mince, à la taille flexible, au caractère moitié railleur, moitié indolent, blonde de cheveux, fraîche de peau, mais avec cette grâce élégante des Parisiennes, était, comme je l'ai dit, la nièce du bon abbé. L'autre, mademoiselle Victoria, pâle, grasse, légèrement touchée de petites vérolles, hardie de poitrine, cambrée de hanches, ardente de regard, représentait assez exactement, par la matité de son teint, le velouté de ses yeux, la souplesse de sa taille, le type espagnol de Madrid. Soit que je crusse devoir, par le choix qu'avait fait d'avance de moi M. Grégoire, me consacrer plus spécialement à sa nièce, soit que cet air de douce candeur répandu sur son visage m'eût séduit au premier abord, c'est à mademoiselle Laurence que je consacrai mes premiers soins. C'est donc à elle que j'offris mon bras lorsque, après le dîner, il fut question d'aller faire une promenade dans le parc. Je ne dissimulerai pas que j'étais fort gêné et que cette gêne devait me rendre fort ridicule et maladroit.
Ma mise, d'ailleurs, parfaite pour un enfant faisant sa première communion en 1816, était un peu excentrique pour un jeune homme faisant ses premiers pas dans le monde en 1818. La culotte, à cette époque, n'était plus portée que par les obstinés. Or, les obstinés portant la culotte appartenaient presque tous au siècle précédent. Il en résultait que moi, presque enfant, moi que l'on ne se fût point étonné de voir avec un col rabattu, une veste ronde et un pantalon garni, j'étais vêtu comme un vieillard, anachronisme qui faisait ressortir encore davantage la charmante coquette que je tenais au bras, laquelle savait si bien que le ridicule qui courait après son cavalier ne pouvait l'atteindre, qu'elle demeurait au milieu des sourires que je traversais et des regards curieux qui nous suivaient, calmes comme les divinités de Virgile qui passent au milieu des hommes, s'inquiétant peu d'être vues parce qu'elles ne daignent pas regarder. Mais il n'en était pas de même de moi. Je me sentais rougir à tout moment, et quand arrivait quelqu'un de ma connaissance, au lieu de chercher orgueilleusement son regard, je détournais sans affectation la tête. C'est que, comme le cerf de la fable, je venais de m'apercevoir que j'avais d'assez pauvres jambes. Parce que j'avais hérité des culottes de mon père, ma pauvre mère s'était figuré que j'avais hérité en même temps de ses mollets. Ils ont poussé depuis, c'est vrai, mais comme affaire de luxe quand on ne portait plus du tout de culottes courtes. Le pis de tout cela est que les deux étrangères faisaient de moi un centre de curiosité. Mademoiselle Victoria marchait immédiatement après nous, donnant le bras à la sœur de l'abbé, petite bossue, pleine d'excellentes qualités pour son frère, mais dont la simple mise et la difformité ressortaient d'autant mieux près de la mise élégante et de la riche et plantureuse taille de l'espagnol. De temps en temps, les deux jeunes filles se regardaient. Un sourire que je ne voyais pas, mais que pour ainsi dire je sentais, s'échangeait entre elles, et ce sourire qui me faisait monter la honte au front semblait dire « Ah, cher ami, dans quel guêpier sommes-nous tombés ?» Un mot redoubla mon embarras et le tourna en colère. Un jeune Parisien, employé depuis 2 ou 3 ans au château, doué de toutes les qualités qui me manquaient, c'est-à-dire blond, rose, grassouillet, mis à la dernière mode, nous croisa, et nous regardant avec un lorgnon suspendu à une petite chaîne d'acier, « Ah ah, dit-il, voilà Dumas qui va refaire sa première communion, seulement il a changé de cierge. » L'épigramme vint me frapper en plein visage. Je pâlis et fus prêt à quitter le bras de ma compagne. Sans doute s'aperçut-elle de mon trouble, car faisant comme si elle n'avait rien entendu, « Quel est, me demanda-t-elle, ce jeune homme qui vient de passer ?»« Ah, se répondis-je, un certain monsieur Millot, employé au dépôt de mendicité. » J'ajoute que j'appuyais sur ces derniers mots avec délice. Il me semblait qu'il devait faire modifier la bonne opinion que ma belle compagne paraissait avoir au premier abord conçue sur ce muscadin. « Ah, dit-elle, c'est singulier, je l'eusse pris pour un Parisien. »« Et à quoi demandai-je ? » ?»« À sa mise. » Je fus convaincu que le trait était parti sans intention, mais comme la flèche barbelée du Parthe, elle n'en pénétra pas moins au plus profond de mon cœur. Sa mise, c'était donc une chose bien importante que la mise. On pouvait donc, sur la mise d'un homme, se faire du premier coup, en bien ou en mal, une idée de son intelligence, de son esprit ou de son cœur. C'était un éclair qui illuminait tout à coup mon ignorance. Sa mise. Il était en effet parfaitement mis à la mode de 1818. Il portait un pantalon collant, café clair, avec des bottes à cœur plissées sur le cou du pied, un gilet chamois à boutons d'or ciselés et un habit brun à haut collet. Dans la poche de son gilet dormait un lorgnon d'or soutenu par une fine chaîne d'acier, et au gousset de son pantalon un monde de petites breloques tremblait coquettement. Je poussai un soupir et je me promis, à quelque prix que ce fût, d'avoir tout cela.